Bonjour à tous, Nolwenn François de l'ANS. Je vais vous présenter très rapidement le déroulé de ce webinaire. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante pour commencer le rappel des bonnes pratiques, micro coupé, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau ou dans des temps qu'on pourra libérer au cours de ce webinaire. Et pour toutes les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on pourra y répondre dans un deuxième temps. Ça nous permet d'en garder la trace. Sur le déroulé sur la diapo suivante, le sommaire. Donc, je vais vous faire un petit rappel rapide pour commencer sur le contexte du Ségur et comment s'articulent les différents documents qui décrivent les processus dont on va vous parler aujourd'hui. Et ensuite, je laisserai la parole à Christophe Pichot-Meger et à Emmanuel Cloud qui vont vous présenter le contenu de ces DSR, du moins leur structure, et puis le processus à suivre pour pouvoir référencer votre solution estampillée Ségur. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo, puis à la diapo suivante. Le contexte général du Ségur, je pense que la plupart de vous le connaissez bien maintenant. Hein, c'est vraiment d'avoir un programme national qui bénéficie d'un investissement très important, historique, donc de 2 milliards d'euros, dédié à une accélération des usages numériques dans le monde de la santé. Et qui s'appuie sur le partage d'un certain nombre de documents et une normalisation des échanges pour pouvoir favoriser l'augmentation des usages et du coup en obtenir un maximum de bénéfices pour l'ensemble des acteurs de santé ainsi que pour les patients. Voilà. Donc, on est sur vraiment une volonté de déploiement très forte et très large de l'ensemble des usages qui ont été écrits dans les DSR. Donc, si on passe à la diapo suivante, voilà un petit peu l'articulation de ce volet numérique du Ségur. 4 services socles qu'on va retrouver dans l'ensemble des documents, puisque c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour décrire avec l'aide d'un ensemble d'acteurs du monde de la santé, que ce soit des établissements de santé, des professionnels de santé, tout type de structure, et puis des éditeurs pour pouvoir définir le périmètre exact de ce volet numérique, donc qui s'est articulé en 6 couloirs, je ne sais même plus combien de couloirs on a. En tout cas, on a un couloir pour la radiologie, un couloir pour la biologie, un couloir pour la médecine de ville, un couloir pour l'hôpital, un couloir pour le secteur médico-social, un couloir pour les officines pharmacie en ville. Ce sont les couloirs qui ont été actuellement définis, ça n'exclut pas de nouveaux couloirs ultérieurement. Et dans chacun des couloirs, on a, au travers de DSR et de fichiers d'exigence, décrit le périmètre technique du Ségur avec l'identité nationale de santé comme identifiant pivot du patient à utiliser dans l'ensemble des échanges. Des envois de documents au DMP et aux autres acteurs prenant en charge le patient, donc médecins traitants, mais pas seulement, hein, via messagerie sécurisée de santé. Dans un deuxième temps, ce sera aussi vers le patient par messagerie sécurisée de santé citoyenne au travers de mon espace santé. Et puis, avec l'utilisation de ProSanté Connect comme sécurisation de l'identification des professionnels de santé. Donc, vous voyez sur ce schéma de gauche, en fait, l'ensemble des documents qui ont été identifiés par chacun des couloirs comme étant à échanger au travers de ce qui a été écrit dans les DSR et les fichiers d'exigence. Donc, je ne vais pas revenir sur le contenu puisque mes collègues vont vous les décrire. Sachez juste qu'il y en a 3 dans le couloir hôpital. On a découpé les grandes fonctionnalités de ce qui était attendu. En un DSR référentiel d'identité, un dossier patient informatisé et une plateforme d'intermédiation qui, en fait, qui porte les fonctions d'échange entre le SIH et l'extérieur. Sur ces trois grandes fonctions, elles peuvent, selon, en fait, on a fait ça pour
répondre aux différentes architectures qu'on peut trouver dans les systèmes d'information hospitaliers, ce qui fait qu'en fonction de chaque établissement, il y aura un, deux ou trois éditeurs qui pourront répondre à l'ensemble de ces fonctions selon l'organisation de chacun. Voilà. Et puis pour la biologie, on a aussi 2 DSR, puisqu'il y en a un sur le système de gestion de biologie et puis de laboratoire, et un autre sur le transcodage LOINC, voilà, qui est séparé bien sûr du SGL. J'ai fait rapidement un dernier point quand même pour le contexte. Donc, pour chacune des grandes fonctions des DSR identifiées, il y a un arrêté qui a été publié au journal officiel du 13 août ou 12, voilà, du 12 ou 13 août, j'ai toujours un doute. Et donc, les documents qui vont vous être présentés sont des annexes à chacun de ces arrêtés. Donc, pour chaque arrêté, sont annexés un DSR, un fichier d'exigence et un document d'appel à financement. Et dans ce dernier document d'appel à financement est décrite toute la procédure et le contenu des prestations Ségur qui entrent dans cet appel à financement, sachant que les démarches rattachées à ça s'adressent également à vous, éditeurs. Voilà, je laisse la parole en espérant avoir été le plus clair possible, bien que rapide, à mes collègues. Merci beaucoup, Nolwenn. On passe à la suite. Emmanuel, tu prends la suite? Je vais poursuivre. Donc, pour préciser un peu plus là, le propos introductif sur ce webinaire, hein, donc c'est effectivement les modes opératoires de référencement des solutions éditeurs au Ségur. Là, l'idée en fait vraiment d'aujourd'hui, c'est qu'on vous a abreuvé de documents et par couloir, par type de logiciel. Et en fait, là, c'est essayer de présenter ça plus sous un angle un peu vraiment de mode opératoire et quelles sont les différentes étapes pour vous aider dans l'organisation en fait de votre candidature au référencement. Donc, on va effectivement présenter dans un premier temps les dossiers de spécification de référencement avec qu'est-ce qu'ils contiennent en termes d'exigences, scénarios de conformité. Et après, on va aller vraiment sur quelles sont les étapes une par une et quels sont aussi les outils et les documents qui peuvent vous aider pour présenter votre candidature et collecter toutes les preuves qui vont ensuite être analysées. Donc, c'est pas tant sur le fond là, des exigences et du contenu des exigences, c'est plus sur vraiment la forme et le mode opératoire et les étapes de candidature, voilà, pour que vous sachiez à la fin ce qui peut être parallélisé, pas parallélisé. Et comme là, c'est un type de webinaire en fait qui est un peu une première, hein. Il y aura probablement pas mal peut-être de questions et ça orientera peut-être des webinaires suivants ou de la mise à disposition d'informations dans des documents dédiés pour vous aider et pour éclairer certaines parties qui peuvent paraître évidentes pour nous et qui ne le sont pas forcément, quoi. Voilà, donc c'est à la fois comment dire, dégrossir le sujet de comment on fait pour être référencé Ségur, et c'est aussi préparer peut-être pour nous du travail d'ailleurs, pour vous fournir des documents supplémentaires ou des précisions supplémentaires sur certaines étapes du référencement. Voilà. Bon, j'arrête là sur l'introduction. Donc là, oui, là, c'est essayer de rappeler qu'est-ce que c'est que ce sont ces dossiers de spécification de référencement et comment sont structurées les exigences. Donc, dans les dossiers de spécification de référencement, il y a un document Word en fait qui décrit le périmètre fonctionnel du DSR. Je vais dire DSR, hein, j'arrêterai de dire tant pis pour l'acronyme, mais sinon ça va être un peu long. Le périmètre fonctionnel de ce dossier de spécification et donc des logiciels qui vont pouvoir y candidater. Donc, il y a systématiquement une description des solutions qui sont éligibles à ce dossier de spécification sous forme de fonctions minimales, on a appelé ça comme ça, je crois. Il y a les différents profils qui sont définis. Alors, ce qu'on entend par profil, en fait, c'est une façon de regrouper des exigences conditionnelles. On y reviendra un peu juste après. C'est quelque chose un peu qui existe aussi pour ne pas vous surprendre, pour ceux qui sont déjà DMP compatibles,
c'est un petit peu la même logique que les profils des spécifications de la DMP compatibilité. Et il y a une partie qui est celle qui inspire, on va dire, tout ce webinaire, qui est la marche à suivre pour obtenir le référencement. Et donc là, c'était présenté sous une forme assez linéaire, et là, c'est un peu plus pédagogique, on va dire, la présentation qu'on fait aujourd'hui pour justement pouvoir vous permettre de vous organiser. Et l'autre document important, c'est le fichier d'exigence qui contient la liste des exigences rattachées à chacun des DSR par thématique. Les thématiques, c'est principalement celles dont a parlé Nolwenn juste avant. Hein. C'est donc l'INS, la messagerie sécurité de santé, le DMP, la production de documents avec tout ce qui concerne l'interopérabilité, et l'annuaire, ProSanté Connect et les tableaux de bord aussi. Les exigences sur la partie tableau de bord et indicateurs à produire. Les référentiels à respecter, puisque une exigence en général, elle pointe sur, enfin pas en général, dans certains cas plutôt, elle pointe sur un référentiel qui peut être les référentiels INS, les référentiels d'interopérabilité, les référentiels de la messagerie sécurité de santé, qui sont tous répertoriés dans la dernière partie du dossier de spécification référencement Word, là, hein, vous les avez tous. Et ce fichier d'exigence, il comprend aussi les scénarios de conformité et les preuves à fournir à l'ANS pour qu'on puisse les vérifier et vous délivrer le référencement. Voilà, en termes de contenu, qu'est-ce qu'il y a dans ces types de contenu, qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers de spécification de référence? Je vais passer au slide suivant. Excuse-moi. Merci. Là, c'est la liste en fait de tous les DSR hein, par couloir et par type de produit. Donc, je crois que Nolwenn les a déjà donnés, donc je vais pas les redire. Hein. On peut peut-être poursuivre. Il y en a un qui est un petit peu particulier, hein, c'est le dossier de transcodage de catalogue d'examen de l'O1 qui s'adresse peut-être moins à des solutions numériques et plus à des sociétés en capacité de faire du transcodage de catalogue d'examen LOINC. Donc, ces catalogues d'examen LOINC, la LOINC, c'est une terminologie hein, qui permet de coder les examens de biologie médicale, entre autres. Et il y a tout un besoin sur le secteur de la biologie d'aider les laboratoires de biologie médicale à réaliser ce transcodage. Et donc là, on référencera les prestataires, les entreprises en capacité de réaliser ce transcodage LOINC. Ensuite, si tu me permets juste un point, on a aujourd'hui publié 4 des 6 couloirs. Il y a le médico-social qui est en cours et la pharmacie qui arrivera plus tard. C'est juste pour faire le lien avec les 6 couloirs dont parlait Nolwenn en début de réunion. Le dossier de spécification de référencement, donc c'est vraiment le document clé de la procédure de référencement pour que vous puissiez obtenir votre référencement. À chaque fois, il y a une présentation générale du Ségur numérique de la santé, le périmètre ciblé, les exigences et les scénarios de vérification de conformité et tout ce qui est modalité opérationnelle de référencement avec les différentes étapes qu'on va vous présenter là dans le détail tout à l'heure. Et les annexes avec un glossaire, mais surtout la liste de tous les référentiels, quelle que soit l'institution qui émet ce référentiel, que ce soit l'Agence du numérique en santé, JEC Invital. L'Interop Santé est une association plus qu'une institution, pardon, et Interop Santé. Voilà, alors là, c'est un extrait, un copier-coller du contenu du fichier des exigences. Donc, globalement, il y a différentes natures d'exigences. Hein. Il y a les exigences obligatoires. Donc, ça, ce sont celles en fait, qui doivent être respectées impérativement par tout candidat au référencement Ségur. Elles sont par définition donc obligatoires. Les exigences conditionnelles qui sont applicables dans certaines configurations. Je prends un exemple sur le couloir hôpital pour les solutions qui sont
référentiels d'identité et les solutions qui sont simplement esclaves, la liste des exigences n'est pas la même. Et du coup, il y a un profil conditionnel qui est choisi par l'éditeur quand il candidate pour qu'il soit référencé par rapport aux exigences qui sont pertinentes par rapport à son périmètre fonctionnel. Voilà. C'est une façon, en fait, d'adapter le contenu et la liste des exigences d'un DSR aux situations un peu spécifiques de déploiement d'une solution sur un couloir donné, quoi. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce choix des profils sera publié lors de la décision de référencement, quand votre solution sera référencée. Elle fera l'objet d'une publication sur le site internet de l'ANS, et le profil et le ou les profils que vous avez choisis seront indiqués par rapport à votre en même temps que votre référencement et la version et le nom de la solution qui a été référencée, quoi. Voilà, donc voilà, c'est une façon, en fait, d'éviter d'imposer des exigences à tous les éditeurs alors qu'elles s'appliquent sur un couloir donné qu'à certains. En termes et le dernier type d'exigence, pardon, ce sont les recommandations qui, elles, ne sont pas obligatoires, mais qui sont des indications un peu sur la préparation de la vague de façon générale, quoi. Ou un complément qui paraît un complément d'exigence, on va dire, qui paraît intéressant à implémenter pour les utilisateurs, mais qu'on n'a pas souhaité rendre obligatoire parce que ça étendait un peu plus le périmètre. Voilà. Et les exigences obligatoires et les exigences conditionnelles font l'objet d'un scénario et du coup de preuves de conformité associées, alors que la recommandation, elle est simplement là présentée à titre un peu d'information, et du coup on ne la vérifie pas. Voilà, après, pour chaque exigence, hein, pour essayer de commenter, il y a le fait de préciser si l'exigence est conditionnelle ou obligatoire, de quel profil elle relève. Après, elles sont triées par section, bloc, fonction. Donc ça, c'est une façon de les regrouper. Il y a une description, un énoncé de l'exigence. Et ensuite, il y a le scénario et la preuve de conformité, là où les preuves de conformité d'ailleurs, associées à cette exigence. Et qui doivent être produits lors du déroulement du scénario de conformité. Donc là, après, je pense qu'on peut poursuivre. Déjà, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Il m'a semblé qu'il y en avait une qui était... Alors, il y a eu une première question dans le chat qui était « Est-ce que cela sera sur Convergence ?» Alors là, tout ce qui est, on va le présenter après, gestion de la candidature, dépôt d'épreuves, qui est en fait un processus, on va dire, de référencement et de vérification de conformité, qui est un peu différent d'une logique de convergence où on est plus sur une auto-évaluation et un écart par rapport à l'évaluation de la maturité de la solution par rapport à la doctrine technique du numérique en santé. Là, c'est un service dédié, en fait, et donc ce n'est pas dans Convergence, là, en tous les cas pour la vague 1 du référencement Ségur. Donc on présentera après le dispositif, mais il y a un lien à un moment avec Convergence, on précisera sur les aspects sécurité. Mais en tous les cas, pour tout ce qui est du référencement et le mécanisme de dépôt de l'ensemble de ces preuves et la description des scénarios de conformité, nécessité là dans un premier temps d'avoir une solution différente. Il y a une deuxième question qui est « Dans quel état de qualification le logiciel doit-il se trouver pour fournir les preuves de conformité? En développement, bêta, en cours de qualif, qualité ou sortie officiellement, qualifié ou sorti officiellement ?» Alors, c'est une question qui a été remontée effectivement, je crois, qui a été remontée par d'autres éditeurs. Hein.
Et elle fait l'objet d'une fac, je pense. Enfin, j'ai fait l'objet d'une fac. Et la réponse, en tous les cas, est que la solution doit être à l'état commercialisable. Voilà, c'est le terme qu'on a retenu, quoi. Pour différentes raisons. Hein. C'est que c'est pour éviter après d'éventuels bugs post-référencement, des reports de maintenance si on avait présenté des versions qui étaient sur une branche de développement donné, quoi. Et puis, deuxièmement, c'est que de toute façon, à partir du moment où la solution est référencée, c'est qu'elle est prête pour être commercialisée, quoi. Donc, le plus simple était pour nous, le plus fiable en tous les cas, c'était de demander que les solutions soient prêtes pour commercialisation. Et il y avait une question. Alors, quelle est la deadline pour remettre les preuves? Alors là, dans la clôture, du guichet de la vague 1 est fixée au 15 mai. C'est bien ça, Christophe? Oui, je le confirme. Alors, les dates d'ouverture et de fermeture dépendent de chaque DSR et elles sont publiées dans un document dont on ne vous a pas parlé parce que là, on s'est concentré sur le référencement, mais qui est l'appel à financement. Et donc, pour tous les DSR qui sont en ligne aujourd'hui, l'ouverture officielle était le 31 août et la fermeture officielle sera le 15 mai 2022. Voilà, pour cette première vague et ces couleurs-là, oui, effectivement, donc on est parti sur le 15 mai. Et si j'ai bien lu, mais parce que comme les questions apparaissent rapidement là, dans le document, dans le chat. Il y a une question suivante, c'est est-il prévu que vous abordiez les exigences de sécurité, normalement celles prévues dans le questionnaire de sécurité qui doit être fourni lors du dépôt de référencement? Alors là aujourd'hui, dans le détail, en fait, on n'a pas prévu de repasser ce sujet-là. Il y a eu un webinaire mercredi d'ailleurs avec Vincent Croisil sur ce sujet du questionnaire sécurité. Là, on vous présentera simplement comment accéder à ce questionnaire de sécurité et comment le remplir. Enfin, tout au moins, vous présenter la documentation qui va vous permettre de remplir les réponses au questionnaire de sécurité. Mais on n'a pas prévu de rebalayer là. Par contre, comme tous les webinaires sont enregistrés, il est disponible sur le site, sur les sites de l'ANS. Mais le lien du replay dans le chat. Oui, voilà, exactement. Merci. Si tu me permets juste d'ajouter une chose sur la partie questionnaire de sécurité, sur cette première vague, le seul point qui sera contrôlé, c'est que le questionnaire a été rempli. Il n'y a aujourd'hui aucun contrôle ou aucune spécification sur les objectifs de maturité. En termes de sécurité. Ouais. Il y a une autre question. Est-il prévu un DSR spécifique au logiciel de spécialité en vague 2, par exemple logiciel d'anesthésie ou de réanimation, ou est-ce que le DSR DPI couvre aussi les DPI métiers? Alors là, à ce stade, moi, je n'ai pas la réponse s'il y aura un DSR par logiciel de spécialité en vague 2 sur le couloir hôpital. On peut noter la question. Je pense que ce sera à prendre lors du lancement des travaux avec les task force, ce qu'on appelle les task force, c'est-à-dire les groupes de travail qui vont préparer la vague 2 sur le couloir hôpital. Mais là, c'est un peu difficile de répondre dès maintenant, en tous les cas. Mais je pense qu'en tous les cas, nous, il faut qu'on note la question et qu'on la remonte aux personnes qui seront en charge de la vague 2 sur ce couloir. Désolé, on peut pas, c'est difficile. J'ai pris note. Là, j'en ai une sous les yeux. Le contenu du DSR de Maximuaire, le contenu du DSR ainsi que l'ensemble des scénarios de preuve de conformité sont-ils désormais figés? Peut-on s'attendre à des corrections, des évolutions? Alors, des évolutions, des exigences, sauf vraiment
pas ce qui pourrait se passer, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment histoire de ne pas dire jamais, mais de ne pas dire jamais, mais il n'y a pas d'évolution des exigences. C'est-à-dire que les exigences, elles sont, le niveau des exigences est figé, et ça a été publié par arrêté, donc il n'est pas question que ça bouge, que le niveau d'exigence change. Après, il y a sur le formalisme, il y a eu quelques remontées où il subsiste quelques doublons de preuves ou des numéros de preuves qu'il faut qu'on corrige, qui sont à peu près les seules modifications qu'on va s'autoriser, ou une précision suite à quelque chose qui est un peu incohérent, mais qui ne serait pas assez clair à la lecture par nous, les éditeurs, et du coup, qu'on va peut-être reformuler, mais il n'y a pas de correction de fond en tant que tel. C'est vraiment plutôt pour assurer la bonne compréhension suite aux différentes questions qui nous ont été remontées et aux facs qu'on publie et aux réponses qu'on publie dans la fac. Il y en a une, je crois, juste avant, sur les plateformes d'intermédiation, je crois. Alors, concernant la conformité, afin d'être agréé, peut-on gérer toutes les exigences techniques sans pour autant gérer toutes les fonctionnalités des logiciels décrits? Par exemple, module d'un DPI ou plateforme d'intermédiation, doit-on tout faire? Alors, la manière dont c'est organisé, là, je pense que cette question, elle vient du couloir, plutôt pour le couloir hôpital et établissement de santé. Donc, il y a trois, là, pour le coup, sur ce couloir, il y a 3 DSR, un DSR. Excusez-moi. Il y a un dossier de spécification de référencement, référentiel d'identité, un autre DPI et un autre plateforme d'intermédiation. Dans chacun d'eux, il y a une description de ce que c'est ce qu'on entend par fonction référentiel d'identité, dossier patient informatisé et PFI. Donc, le logiciel qui candidate sur ce DSR, il doit effectivement couvrir l'ensemble des fonctions d'un DPI ou du PFI ou d'un référentiel d'identité. Donc, par contre, voilà, c'est complètement disjoint, quoi. Donc, si vous faites PFI, vous n'avez pas besoin d'être DPI ou RI. Je ne sais pas si ça répond à la question, monsieur. Alors. Quelles sont les dernières infos sur le DSR médico-social? Alors, pour travailler un peu avec l'équipe médico-sociale, enfin, le dossier en pré-information est prévu pour fin septembre, début octobre. Voilà, mais je n'ai pas plus d'informations que ça après. Bonjour Emmanuel, c'est Morgane, je peux éventuellement apporter des précisions. Donc en effet, comme tu le disais, on a plusieurs étapes. Il y a une transmission d'une V0 des DSR qui a été organisée fin juillet auprès des industriels qui étaient intéressés, qui ont signé une charte de confidentialité. Des réunions sont organisées tous les mardis avec les industriels du secteur pour répondre justement aux questions. Notamment, on attend les retours des industriels du secteur sur cette V0 pour le 15 septembre, qui nous permettra en effet de confirmer la soutenabilité des exigences qui ont été inscrites, à la fois côté cœur de métier, DUI, puisqu'on cible le DUI des ESMS, et puis côté référentiel et services socles. Donc ça, c'est une première dynamique. Une autre dynamique, c'est le fait on a envoyé aussi un questionnaire auprès des industriels pour leur demander à quelle échéance ils seraient à même de pouvoir candidater dans le cadre du référencement. Et plus globalement, en effet, comme tu le disais, on a des étapes de publication en pré-information et publication des DSR qui sont prévues donc fin septembre, début octobre pour la partie pré-information, et autour du 1er novembre pour la publication des DSR et de l'arrêté de financement. Merci Morgane. Je n'avais pas toutes ces informations. Ce que j'ai dit était juste, mais je n'avais pas tout.
ensuite, je ne sais pas s'il restait d'autres questions. Je vois qu'il y en a une de Berger-Levrault. Lorsque nous répondons avec un groupement d'éditeurs, seul le chef de file doit-il renseigner le questionnaire SSI dans Convergence ou l'ensemble des partenaires doivent-ils le faire? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut qu'on la... Moi, je ne sais pas y répondre là. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu sais y répondre. Je pense qu'il faut qu'on la note et qu'on explicite, qu'on donne une règle là. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous les éléments. Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'on réinstruise et qu'on revienne vers vous. Le principe général du groupement, c'est que c'est le chef de file qui représente tous les autres mandataires. Maintenant, c'est vrai que les groupements seront des référencements qui seront, qui sont un peu particuliers, donc qui seront traités au cas par cas. Et après, le dialogue là sur la question précédente sur les est-ce qu'il faut si on développe qu'un sous-module, ce qui est certain en tous les cas, c'est qu'il faut que la solution que vous présentez, qui candidate, elle soit bien en capacité de répondre à toutes les exigences de cette plateforme d'intermédiation. À toutes les exigences pardon, du dossier de spécification de référencement de PFI, plateforme d'intermédiation, parce que sinon, vous ne pourrez pas disposer du référencement. J'ai vu qu'il y avait une question spécifiquement sur le financement. Est-il possible de réaliser des devis sur nos clients et nous avons 120 jours pour réaliser la livraison labellisée, c'est bien cela? Je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne cette question et qu'on la redirige vers les personnes qui s'occupent du financement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel, plutôt que d'y répondre en séance. Et on note bien toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Elles seront de toute façon, toutes les nouvelles questions viendront alimenter nos FAQ. Vous aurez les réponses au moins en ligne. Je crois qu'on a passé toutes les questions. Et je propose peut-être qu'on... Ah non, il y en a une nouvelle. Pour un établissement sanitaire qui utilise notre GAP comme référentiel d'identité, pour vous donner un exemple du montant du devis à réaliser. Quel sera le coût pour l'établissement au final? Ouais. Donc là, oui, bon, enfin, c'est vrai que là, nous, on est sur un webinaire qui est réellement sur la partie processus de référencement et vraiment sur comment faire pour être référencé. Là, on touche là aussi à des questions plus de financement et qui ne sont pas à l'objet du webinaire, mais on l'apprend en tous les cas aussi comme la précédente. On peut peut-être poursuivre. Christophe, si tu... Oui, il y a 2 nouvelles questions qui sont apparues. Je ne sais pas si tu préfères qu'on continue ou qu'on prenne sur les suivantes. Enfin, on a reprévu une session de questions-réponses, donc on peut les prendre sur les suivantes. Ou, juste là, pour un établissement sanitaire qui utilise notre GAP comme référentiel d'identité, pouvez-vous nous donner un... Ah non, pardon, celle-là, on l'avait traitée. Et l'autre, c'est lorsque nous faisons partie d'un groupement représentant plusieurs entités juridiques, devons-nous créer autant de comptes ANS que d'entités déposées pour déposer nos candidatures, ou un seul compte générique est-il suffisant? Alors, le groupe qui représente plusieurs entités juridiques présente comme candidature une seule solution, ou c'est un composé de plusieurs solutions et chaque entité du groupement participe à la constitution de la solution. Je me permets d'ouvrir mon micro. Je vous en prie, oui. Ce sera plus facile. Ce sera plus facile, bonjour. En fait, donc on fait partie d'un groupe qui représente plusieurs entités juridiques. Chaque entité juridique ont des solutions qui leur sont propres et vont présenter au référencement ces solutions-là.
Par contre, dans le guichet de référencement, pour déposer nos candidatures, on se crée un compte ANS, de ce que j'ai compris, où on pourra voir l'ensemble des candidatures que l'on suit. Donc, la question, c'est ce compte ANS qui nous permet de déposer nos candidatures. Est-ce qu'on peut en avoir un seul pour le groupe et qu'après, c'est dans les candidatures qu'on donnera les informations des représentants légaux de chaque entité juridique, ou est-ce qu'il nous faut un compte ANS par entité juridique proprement dite? Alors, les comptes ANS sur l'outil de candidature représentent les personnes physiques, pas les entités morales. Donc, en fait, vous pouvez avoir plusieurs comptes qui se rattachent à une même candidature ou à une même entité physique. Vous pouvez en fait inviter vos collègues pour être à plusieurs pour travailler sur un dossier. Maintenant, comme vous allez ouvrir, donc ça, c'est un premier élément de réponse pour vous aider à organiser votre travail. Deuxième élément de réponse par rapport à ce que vous me dites, un même compte peut ouvrir plusieurs candidatures pour plusieurs solutions. Donc après, c'est plutôt à vous de voir comment vous voulez organiser votre travail et qui candidate au sein de vos structures. Nous, ce dont on va avoir besoin, c'est du représentant légal qui signe la convention pour chaque candidature. Et de toute façon, la convention, elle correspond à une candidature donnée. Tout à Donc, fait. pour répondre à votre question, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez créer qu'un seul compte, faire toutes les candidatures sur ce compte, signer les différentes conventions avec les différents responsables légaux des différentes structures, et ensuite inviter vos collègues sur les différents dossiers sur lesquels ils travaillent. Ça, normalement, c'est possible. Les personnes qu'on pourra inviter, ce sera candidature par candidature. Ils n'auront pas une visibilité globale sur toutes les candidatures. Je pense que vous avez la possibilité de les inviter sur toutes les candidatures si vous le souhaitez. D'accord, mais si je souhaite qu'ils soient que sur une, par exemple, c'est surtout dans ce sens-là. Je suis vraiment désolé, là vous poussez dans les derniers retranchements ma connaissance de l'outil. Écoutez, je pense que le plus simple, si vraiment vous rencontrez des problèmes, c'est d'initier une première candidature. Vous verrez dans l'outil, il y a un système de messagerie. Et là, on échangera à travers ce système de messagerie avec l'équipe et on vous guidera. D'accord. Et au pire, si jamais vous aviez un problème avec votre candidature parce qu'elle n'est pas facile à gérer pour vous, ce qu'on fera, c'est qu'on vous détruira la candidature et on en recréera une si c'est nécessaire. C'est des choses qui sont possibles. D'accord, très Si bien. jamais on rencontre un bug ou un problème. C'est noté. Merci. Je vous en prie. Je crois qu'on a épuisé la première série de questions. Allons-y, avançons sur la suite. Donc, deuxième, je vais prendre le relais si tu veux oui, bien. Je t'en prie, oui. Présentation du processus général. Donc là, déjà, l'idée était de vous montrer le chemin complet. Et en fait, dans le cadre rouge, mon équipe et moi-même, nous allons vous accompagner juste sur cette première partie. Mais nous vous souhaitons quand même un excellent voyage. La partie dont je vais vous parler, c'est vraiment uniquement le référencement qui consiste à en fait enregistrer votre solution sur un DSR donné. Donc, candidater, je vais vous présenter les différentes étapes dans la suite. Vous allez ensuite, à travers les outils qu'on met à votre disposition, apporter l'ensemble des preuves qui répondent aux scénarios qui sont présentés pour vérifier les exigences. Et vous allez nous soumettre ce dossier de preuves. Notre équipe réalisera une instruction et si tout se passe bien, vous recevrez en fait un référencement qui, dans la partie qui vous intéresse le plus, sera la présence de votre société et de la solution que vous avez présentée dans la liste des solutions référencées pour ce DSR. Ensuite, les étapes continuent avec un conventionnement donc qui consiste en fait à signer avec l'État une convention de financement, puis une contractualisation avec les ESPS. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que vous réalisez d'habitude. Vous réalisez vos ventes.
Une fois que la version du logiciel est commandée, vous avez la possibilité de faire la demande de financement. Ensuite, vous avez les étapes de réception du produit, enfin d'installation, pardon, et de réception du produit que vous avez vendu. Et à l'issue de la validation de la livraison de votre produit, vous avez la demande de paiement avec le versement du financement. Voilà, c'était simplement pour vous mettre en perspective l'ensemble du processus, qui est quand même relativement long, et vous dire qu'aujourd'hui, on parlait simplement de la première partie qui était celle du référencement. Slide suivant. Donc, là aussi, encore une image générale du dispositif SONS, donc système ouvert et non sélectif, qui est un tout nouveau système de grosso modo de commande publique qui va vous permettre en fait de vendre à vos clients, mais en fait d'être payé en partie par l'État. Et donc là encore, moi, je vais vous parler uniquement de la première étape, le référencement, donc qui est divisé en 2 grandes phases. Une première phase qui est une phase d'éligibilité. On a déjà un certain nombre d'éditeurs qui se sont présentés, qui sont aujourd'hui dans cette phase-là. Cette première phase, elle est plus, je dirais, administrative sur tous les aspects de signature de la convention de référencement, identification de votre entreprise, identification des différents acteurs avec qui on va interagir pour le référencement. Et une étape importante qui est, nous allons vérifier que vous êtes dans le bon DSR. Parce que comme vous l'a présenté Emmanuel, il y a déjà 4 couloirs ouverts, bientôt 5. Il y a déjà 7 DSR de disponibles. Il est rapidement possible de faire une erreur, comme il est possible aussi de pouvoir candidater à plusieurs DSR si votre solution couvre le champ fonctionnel de 2 DSR. Donc, l'idée de cette étape de validation, c'est simplement de vérifier que vous avez déposé une commande, enfin une candidature sur un DSR qui correspond bien à votre produit, pour vous éviter de partir dans un long processus de dépôt de preuves et de vérification de preuves qui aboutirait au final à vous dire non, en fait, c'était pas le bon dossier. Donc, on fait cette première étape en avance de phase, et elle est très rapide. On s'engage à vous répondre dans la mesure de nos moyens en 1 semaine. Plus ou moins les temps de réponse. Si vous mettez 15 jours à m'envoyer la convention signée, je ne peux pas m'engager à vous répondre en 1 semaine puisque j'ai besoin de cette convention. Voilà, c'est le principe de base. Ensuite, deuxième phase, qui est vraiment la phase de traitement des preuves, de vérification des preuves. Donc, à la fin de l'éligibilité, nous vous ouvrirons ce qu'on appelle l'espace de preuve. Donc, en fait, c'est un deuxième formulaire, toujours dans l'outil où vous avez déposé déjà votre demande administrative, votre demande d'éligibilité. Vous allez accéder donc au deuxième formulaire qui vous permettra de déposer les preuves. Je vais rentrer dans le détail après. Là, en fait, vous avez à suivre le fichier qui définit l'ensemble des exigences. Et pour chacune des exigences et chacun des scénarios de conformité, vous allez avoir des preuves à déposer. Et là, elles sont, comme tout formulaire en ligne, les preuves obligatoires sont obligatoires, les preuves facultatives sont facultatives, et ainsi de suite. Nous avons pris le parti de reprendre très exactement la nomenclature du DSR, donc du fichier REM, dans le formulaire. Par contre, si jamais pour une raison ou pour une autre, vous remarquiez une différence entre le formulaire et le dossier, enfin et le fichier REM, réglementairement, c'est le fichier REM qui fait foi. Donc, n'hésitez pas à utiliser, comme je le disais tout à l'heure, la messagerie qui est présente dans l'outil pour nous signaler les problèmes, et nous interviendrons le plus vite possible pour corriger les éventuels écarts ou blocages que vous rencontreriez.
Donc, une fois que vous avez déposé l'ensemble de vos preuves, vous allez soumettre le dossier. Donc, vous soumettez le formulaire et du coup, il se ferme, vous n'y avez plus accès. Et nous allons commencer à instruire les preuves. Et l'instruction sera quelque part interactive, c'est-à-dire que si nous, en cours d'instruction des preuves, nous avons des problèmes où nous rencontrons des difficultés à lire une preuve, ou si on pense que la preuve n'est pas complètement recevable, nous vous recontacterons à travers la messagerie de l'outil. Nous vous réouvrirons l'espace de preuve pour que vous ayez la possibilité d'apporter une preuve qui soit plus appropriée pour répondre. L'objectif étant, évidemment, que vous soyez référencé, sachant que, comme l'a expliqué Emmanuel, toutes les exigences sont obligatoires. Donc, il faut absolument répondre à toutes les preuves de toutes les exigences obligatoires pour obtenir le référencement. Dernière phase, l'attribution du référencement, c'est-à-dire que si l'instruction du dossier est positive ou si on a rencontré des aléas mais que vous les avez corrigés dans la foulée, dans nos échanges avec vous, vous obtenez le référencement. À ce moment-là, vous recevrez de notre part, notre équipe communication a prévu un petit diplôme. Ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de choses. Mais les documents officiels seront donc la convention de référencement contresignée, un rapport qui vous présentera notre travail d'instruction, et bien sûr la publication de votre référence de dossier sur la liste des solutions référencées. Voilà, très rapidement, vous avez aussi à l'écran la deuxième étape qui est l'étape de financement, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est malheureusement pas mon domaine d'expertise. Il y aura d'autres, je crois que j'ai vu qu'Elodie avait mentionné qu'il y aurait un webinaire spécifique pour cette partie. Est-ce que je continue ou est-ce qu'on prend des questions? Parce que je vais juste continuer sur le mode de référencement rapidement et je prendrai toutes les questions après. Là, je vous présente rapidement un focus sur le référencement avec ses interactions avec le CNDA. Donc, en première étape, ce qui est important, c'est de préparer votre candidature. Donc, on a aujourd'hui le site Tech e-Santé qui a ouvert en même temps que l'outil de candidature et qui contient un espace entièrement dédié au Ségur, sur lequel vous trouverez tout un tas de documentation, des éléments pédagogiques et des aides pour vous accompagner, en plus d'un certain nombre de vidéos et de replays. Donc, le contenu s'enrichira au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas à venir le consulter. En outre, un certain nombre de DSR, donc pour ne pas les nommer, enfin pour les nommer, si justement, le SGL, donc le système de gestion des laboratoires, le logiciel de gestion de cabinet, la plateforme d'intermédiation ou le référentiel d'identité ont dans la liste de leurs exigences des autorisations ou des homologations délivrées par le CNDA. Si votre logiciel a déjà ces autorisations, il n'y a pas de problème. Si par contre vous devez réaliser une nouvelle homologation, enfin une homologation ou une nouvelle homologation, puisque les homologations attendues sont quand même sur des versions assez récentes, nous vous conseillons très vivement de contacter dès à présent le CNDA, sachant que nous, à l'étape d'éligibilité, juste pour être certain qu'il n'y a pas que le processus se déroulera ensuite de manière fluide, nous vérifions simplement avec vous que vous avez signé la convention avec le CNDA. Donc, grosso modo, on vous demande votre numéro d'identification NIE et NIL qui sont fournis par le CNDA. Nous, ça nous permet de raccrocher les informations de votre candidature avec les informations que nous fournit le CNDA. Et vous, ça vous nous permet de nous fournir la preuve que vous avez déjà commencé à travailler avec eux. Ensuite, vous pouvez travailler indépendamment
et en parallèle avec le CNDA et avec nous. Et en fait, le point de jonction, c'est le dépôt des preuves de conformité, où en fait là, avant de nous soumettre le dossier, il faut que vous ayez obtenu la preuve que le CNDA vous a autorisé ou homologué. Donc là, vous nous déposez la preuve dans l'espace de preuve et vous soumettez le dossier. Voilà. Après, donc, le processus du milieu, donc, hormis la collecte des preuves que je vous invite vivement à commencer à anticiper, il reprend ce que je vous ai décrit tout à l'heure avec les deux grandes phases, éligibilité puis instruction des preuves, et les deux phases où vous êtes en acteur. Donc, d'abord le dépôt de candidature administrative et ensuite l'ensemble des dépôts des preuves de conformité. Je crois que j'ai avancé un peu vite là. Ah si. Comment déposer ma candidature? Donc là, je vous présente très rapidement la marche à suivre. Vous avez 3 étapes. La première qui consiste à préparer les pièces justificatives. Dans cette première étape, elles sont relativement simples. Vous avez besoin de nous apporter une information sur le périmètre fonctionnel de votre logiciel, de manière à ce que nous, on soit en capacité de vérifier que vous êtes sur le bon DSR. C'est à peu près tout ce qu'on attend de vous sur la première partie en termes de pièces, je veux dire. Sinon, après, vous avez un formulaire classique qui vous demande un certain nombre d'informations. Elles sont toutes rappelées dans le DSR de la partie 4. Ça va être les informations de contact, les informations du responsable légal de votre organisation, et bien sûr les informations concernant votre logiciel pour qu'on puisse tout identifier. Deuxièmement, vous vous connectez à l'outil de candidature. Donc là, pareil, je vous invite très vivement à passer par le site tech, puisqu'il vous rappellera il vous donnera tout un tas de documents qui vous permettront d'utiliser l'outil, et en même temps, il vous fournira le lien direct vers l'outil de candidature. Dernière étape, vous remplissez toutes les informations et vous soumettez votre formulaire. Mais là, le travail n'est pas complètement fini pour vous. Je suis vraiment désolé. Il faut que vous restiez quand même attentif aux informations, aux sollicitations qu'on pourrait vous faire à travers la messagerie de l'outil. Donc, vous verrez dans l'outil de candidature, vous avez un bouton profil. Et dans ce profil, vous avez une messagerie. C'est là qu'apparaîtront tous les messages que vous déposeront l'équipe de référencement quand ils vérifient votre dossier. Voilà. Deuxième partie, la collecte des preuves. Emmanuel, tu veux peut-être en dire 2 mots sur cette partie-là? Oui. Donc, comme le disait Christophe, cette collecte des preuves, elle n'est pas à séquencer à la suite du dépôt de la candidature pour vérifier, pour identifier et vérifier l'éligibilité de la solution. Et elle n'est pas dépendante non plus de l'obtention des agréments et des homologations qui relèvent du CNDA sur la DMP compatibilité, par exemple. Donc, la marche va suivre. Hein. Donc, c'est premièrement de produire et collecter les différentes preuves demandées qui sont décrites dans les documents dont on a parlé juste avant, le référentiel d'exigence et le dossier de spécification de référencement dans son annexe 1 qui liste l'ensemble des référentiels qui sont mentionnés dans le référentiel d'exigence. Donc là, on va dire, c'est la description de tout ce qui est attendu. Et ensuite, vous avez différents types d'exigences si on se place là plutôt dans un point de vue de comment je constitue mes preuves. Il y a des exigences pour lesquelles les preuves, en fait, sont des preuves qui sont constituées, par exemple, de vidéos, des interfaces homme-machine de vos solutions, sur lesquelles, une fois que les développements ont été réalisés pour que ça corresponde à l'exigence, vous êtes complètement autonome pour les produire. Et voilà, donc là, la vidéo consiste à bien décrire l'enchaînement des écrans, les étapes du scénario de conformité.
Ensuite, il y a des exigences dont les scénarios en fait présentent des étapes qui nécessitent d'interagir avec un système de test qu'on peut appeler bac à sable, espace de test par exemple. Et c'est ça qu'on a voulu ici bien rappeler et bien décrire sans, au moins en les listant, pardon, sans forcément décrire après comment on s'y connecte, mais au moins pour vous présenter la finalité de chacun de ces espaces de test et pour quel type d'exigence à quel type d'exigence il s'applique. Donc, il y a, pour ça, hein, il y a six types de preuves en fait, pour lesquelles il y a besoin de s'interconnecter avec un tiers ou il y a besoin d'un espace de test. Le premier, c'est pour ProSanté Connect. Donc, ça, c'est le fournisseur d'identité au standard OpenID. Donc là, vous verrez que dans les scénarios de conformité pour les exigences sur ProSanté Connect, il y a par exemple l'identification électronique du professionnel de santé. Et il y a une succession d'étapes avec d'abord la présentation des CGU, vous cliquez sur le bouton connexion PSC et il y a une authentification PSC. Et ça, en fait, cette authentification PSC, que vous allez, elle va être simulée grâce à un bac à sable ProSanté Connect. Donc là, on vous a rappelé la documentation ProSanté Connect qui explique comment réaliser ces tests avec le bac à sable ProSanté Connect. Ensuite, il y a les exigences relatives à la production de documents. En clair, là, ce sont toutes les exigences d'interopérabilité, où pour vérifier ces exigences d'interopérabilité, là, on va utiliser ce qu'on appelle l'espace de test d'interopérabilité. Je vais rappeler en quelques mots de quoi il s'agit, parce qu'il y a certains éditeurs qui doivent les connaître pour ceux qui ont participé soit à des connectatons HL7, soit les projectatons qu'on a pu organiser côté ANS. Ça va vous permettre de vérifier la conformité de vos développements aux spécifications d'interopérabilité. Donc là, alors quand on dit cela, hein, c'est quand on dit spécification d'interopérabilité, sans rentrer trop dans le détail, mais ce sont tous les standards XML, le standard Critical Document Architecture, la release 2, ce qu'on appelle CDR2, la conformité aux spécifications IHE pour ce qu'on appelle le volet structuration minimale. Donc, c'est tout ce qui définit la structure et les normes des documents qui seront échangés, hein, que ce soit le compte rendu d'examen de biologie, par exemple, le volet de synthèse médicale, tous les documents du type aussi lettre de liaison en sortie ou en entrée d'établissement. Donc, c'est vraiment tous les documents qui sont exigés et qui sont échangés par messagerie sécurisée de santé ou déposés dans le DMP. Donc, cet espace de test, il va vous permettre de vérifier que les documents et les développements que vous avez faits pour réaliser ces documents sont bien conformes aux standards d'interopérabilité et au volet du cadre d'interopérabilité. Donc, vous y trouverez dedans, pour chacun des scénarios de conformité, la description du cas de test, avec par exemple, quand on dit il faut créer un compte, l'exigence sur le compte rendu d'examen de biologie, bien on vous dit, parce que la spécification du compte rendu d'examen de biologie, elle est assez longue, et du coup, là, on vous dit simplement, voilà, dans votre compte rendu d'examen de biologie, pour que le test soit pertinent, il faut qu'il y ait au moins une analyse, par exemple, un résultat de biochimie, qu'il y ait un prélèvement, un destinataire du compte rendu, un prescripteur, enfin, il y a la liste, en fait, des informations qui sont attendues dans ce compte rendu. Et il y a après les différentes étapes de test et comment utiliser cet espace de test d'interopérabilité. Voilà. Et ce que fait Gazelle, hein, c'est extrêmement dynamique. Hein. Vous avez un compte rendu d'examen biologique qui est produit par votre solution. C'est un fichier XML, vous le déposez vous l'uploadez dans l'espace de test d'interopérabilité. Là se déroule tous ce qu'on appelle les schémas Tron, enfin des traitements de vérification, et ça vous donne un résultat
sous la forme de feu vert, feu orange et feu rouge, vous disant les corrections qui restent à apporter. Voilà, donc ça, c'est le principe de cet espace de test d'interopérabilité. Et alors, particularité, c'est qu'il y a un espace de test qui est utilisable dès maintenant, c'est ce qu'on appelle le bac à sable interopérabilité, où là, vous pouvez dès aujourd'hui y déposer le compte rendu d'examen de biologie. Je continue sur cet exemple pour vérifier qu'il est conforme aux spécifications du cadre d'interopérabilité. Et du coup, vous entraînez d'une certaine manière. Et ensuite, on a ce qu'on a fait là, spécifiquement pour le Ségur et dans un souci un peu à la fois d'auditabilité et puis de fiabilité aussi des résultats de test et des preuves que vous allez produire. On a créé un espace de test interopérabilité Ségur dédié dont on vous créera le compte au moment de la phase d'identification et de recevabilité de votre candidature. Donc, si vous n'avez pas déposé votre candidature, vous ne pouvez pas encore utiliser l'espace de test Gazelle Ségur, mais sachez que le bac à sable qui existe depuis un an maintenant, je crois, celui-ci, il est utilisable dès maintenant et vous avez exactement les mêmes tests et les mêmes cas de tests que ceux que vous aurez à passer quand vous déposerez la preuve dite officielle. Voilà. Ensuite, sur le questionnaire SSI, donc celui-ci, comme l'expliquait Christophe tout à l'heure, c'est un questionnaire, donc ce ne sont pas des exigences en tant que telles. C'est la seule exigence qu'on met, en fait, c'est que vous ayez répondu aux questions. Et il y a un certain nombre de questions avec des niveaux de réponse et qui traduisent en fait le niveau de protection et de sécurité de votre solution. Ces niveaux sont pas, il n'y a pas de niveau prérequis, au sens où si vous n'êtes pas au moins au niveau 2 ou au niveau 3, vous ne serez pas référencé. Il y a quand même un niveau qui est précisé, qui est une sorte d'étalon, un état de l'art, qui dit si vous êtes déjà à ce niveau-là, c'est bien, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment comme un repère sur une échelle, mais ce n'est pas un critère ou un prérequis au référencement. Et donc là, ce qu'on vous a listé ici, et on ne rentrera pas plus dans le détail, mais c'est le lien vers le portail Convergence et puis l'ensemble de la documentation et le détail du questionnaire de sécurité que vous devrez remplir. Voilà. Alors, un mot sans refaire le webinaire SSI de mercredi, là, mais c'est important parce que la logique en fait de ce questionnaire SSI, c'est de préparer la vague 2 et de savoir quelles seront les exigences SSI pertinentes à demander dans la vague 2 Ségur. Et pour faire ça et avoir un niveau d'exigence juste et atteignable, eh bien, on fait un état des lieux actuellement. Donc, soyez le plus fidèle possible, on va dire, à la situation exacte de votre solution, d'autant qu'il n'y a pas de niveau minimum requis, quoi, voilà. Ensuite, là, vous avez le lien vers l'espace éditeur CNDA que probablement vous connaissez déjà, mais qu'on a quand même listé dans un souci d'exhaustivité, où vous trouverez tous les protocoles en fait alors parfois ça s'appelle autorisation et parfois ça s'appelle homologation, mais c'est quand même un peu la même chose pour l'INS et le téléservice INSI, pour la DMP compatibilité, pour l'APCV et l'authentification dématérialisée par carte vitale et la e-prescription unifiée. Donc ça, ce sont des téléservices du JE6 Habitat et de la CNAM qui sont vérifiés par le CNDA. Donc là, pour APCV et e-prescription, ça s'applique uniquement à la médecine de ville. Les autres se couvrent, s'appliquent aux différents autres DSR. Et un dernier type de preuves, on va dire, ce sont les preuves à fournir pour les exigences INS, où en plus de l'autorisation d'utilisation du téléservice INSI, il y a un certain nombre d'exigences qui sont toutes enfin pas toutes exactement, mais une partie des exigences
du guide d'implémentation de l'INS par les éditeurs. Et vous avez donc à la fois le référentiel d'exigence qui est dans le DSR, dans le dossier de spécification de référencement, et il y a 2 documents en fait qui vont vous aider à produire les preuves. Il y en a un premier qui s'appelle Pas à pas INS, qui est un document en fait qui vous indique quelles sont les vidéos que vous avez à produire pour couvrir l'ensemble des preuves qui sont demandées dans les différents scénarios de conformité INS. En fait, pour essayer de vous simplifier cette production de preuves sur la partie INS, il y a un tableau en fait qui vous dit si vous faites cette vidéo-là, vous arrivez à couvrir telle et telle règle des exigences INS, et du coup, ça vous réduit considérablement le nombre de preuves à produire. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un jeu d'essai INS. Il peut y avoir certains scénarios de conformité qui vont nécessiter qui nécessitent en fait un retour du téléservice INSI. Et en fait, ces jeux d'essai INS, c'est le retour du téléservice INSI que vous utilisez après pour dérouler votre scénario de conformité. Donc, c'est on va dire une autre ressource utile à la production des preuves, et même celle-là indispensable à la production des preuves pour des scénarios INS. Par exemple, vous avez un retour du téléservice INS avec un nom de naissance vide, vous avez le jeu d'essai qui correspond, ce qui vous évite à la fois de développer ces bouchons vous-même, et deuxièmement, comme ça on est sûr aussi que le GDC il est juste et qui vous permet de dérouler le test de façon fiable. Voilà, donc c'était un peu pour... alors tout ça est déjà expliqué dans les DSR en fait et dans les fichiers d'exigence, mais ce qu'on voulait faire en fait, c'était les mettre un peu en exergue et que vous puissiez vous repérer dans l'organisation de votre travail en termes de développement, de dépôt et de collecte de preuves. Voilà, que ce soit un peu plus synthétique. Alors, vous trouvez des jeux d'essai INS, ils sont... oui, enfin, pardon, vous ne pouvez pas cliquer, bien sûr. Ils sont dans le... Et les documents pas INS, oui, ils sont publiés, oui, Philippe. Oui. Je pense que c'est peut-être intéressant qu'on avance pour pouvoir prendre ensuite les questions. Oui, là, j'ai... Donc, très rapidement, surtout qu'il y a eu une question sur le sujet, je vais vous présenter les différents types de preuves qui sont attendus. Donc, il y a des preuves de type vidéo, avec vidéo ou capture d'écran, avec un large choix de formats supportés. Généralement, ces preuves, la taille maximale de ces preuves acceptées, c'est 50 MB. Donc, en termes de comment s'appelle, de résolution, ne descendez pas trop bas pour ne pas faire des preuves trop petites, mais ne montez pas trop non plus parce que vous risquez rapidement d'atteindre la taille maximum, surtout sur des vidéos. Vous allez avoir des preuves qui sont, comme l'a mentionné Emmanuel, des liens permanents vers l'espace de test Gazelle. Dans ces cas-là, en fait, le processus, pour vous expliquer, à partir du moment où vous êtes éligible, vous allez recevoir vos accès sur l'espace de test Gazelle Ségur. Donc ça, ce sera un espace qui vous est privé et destiné, sur lequel vous pouvez faire, comme l'a expliqué Emmanuel, tous les scénarios qui vous sont demandés à travers les DSR. Et quand les scénarios sont vérifiés, y compris avec les excuse-moi Emmanuel, j'ai perdu le nom des personnes qui font les tests derrière. Qui font les vérifications, tu veux dire? Et qui font les vérifications derrière dans le cas d'un projectaton. Les moniteurs. Les moniteurs, voilà. Vous avez des moniteurs qui vont travailler spécifiquement pour le Ségur. Donc, quand vous déposerez vos preuves et quand vous fermez votre dossier de preuves, les moniteurs interviennent. Donc, vous pouvez continuer à interagir avec les moniteurs, même une fois le dossier soumis.
Et nous, ce que nous vérifierons, équipe de référencement, c'est que vous nous avez bien fourni le lien, évidemment, et ensuite nous irons voir le lien et vérifier que le moniteur a approuvé l'ensemble du scénario. Voilà, donc là, sur la partie Gazelle, vous avez un petit peu de temps encore après avoir soumis le dossier. Vous pouvez encore interagir avec le moniteur pour que vos scénarios soient ouverts. Mais ils ont besoin d'être validés pour obtenir votre référencement. Autre type de format, des formats ouverts. On vous demande parfois des extraits de log, des petits dumps ou des tableaux de bord. Donc là, pareil, c'est ouvert, c'est tout format. Et c'est 1 meg maximum. Oui, pardon, les liens, ce n'est pas tout format, c'est un champ texte dans lequel vous pouvez mettre une URL simplement. Et on vous demande aussi de temps en temps des comptes rendus ou des résultats d'impression qui sont là des PDF. Donc dans ces cas-là, le seul format attendu, c'est le PDF et on a limité la taille à 10 MB. Donc pareil, petite description de la marche à suivre. Vous accédez à l'espace de dépôt de preuve. Donc, comme je vous l'ai expliqué, une fois que vous êtes éligible, vous avez accès à ces formulaires. Vous remplissez le formulaire. Vous avez sur le côté, vous verrez sur le côté de l'outil, vous avez, d'ailleurs c'est aussi accessible quand vous faites le dossier d'administration, vous avez l'ensemble des questions qui sont obligatoires. Donc, ça peut vous servir pour un accès rapide parce que certains formulaires sont assez longs. Au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire, il est automatiquement sauvé. Donc, normalement, vous ne devrez rien perdre de votre travail au fur et à mesure de l'avancée du formulaire. Et quand vous avez tout rempli, donc quand toutes les preuves obligatoires sont renseignées, vous pouvez soumettre le dossier. C'est ce que je viens de vous décrire. Et vous avez un manuel utilisateur donc, qui vous explique comment utiliser l'outil de candidature et l'ensemble des formulaires. J'en profite peut-être, je ne sais pas si... Oui, on est arrivé aux questions-réponses. Donc, j'en profite pour prendre quelques questions-réponses que j'avais vu passer. Donc, les formats d'épreuves, je vous ai répondu. Combien de preuves, combien de temps estimez-vous le temps de travail nécessaire pour constituer le dossier de preuve et pour vous le déposer? Alors là, je suis désolé, la question est ça dépend du DSR, puisque le DSR des transcodeurs Loink, l'ensemble des preuves est assez rapide à collecter, parce que je crois que c'est juste une dizaine de preuves. Et vous avez des DSR qui contiennent plus d'une centaine de preuves. Donc, entre les deux, je serais tenté de vous dire, c'est entre une bonne grosse journée de travail et plusieurs journées. Et encore, si vous avez bien préparé vos preuves. Entre la date de validation de la candidature et le dépôt de preuves, combien de temps avons-nous au maximum pour déposer les preuves? Alors là, on a fait le choix d'être très ouvert. Donc l'espace de preuve, il va rester accessible autant de temps que vous le voulez. Par contre, là où vous êtes peut-être pressé par le temps, c'est déjà par la clôture au 15 mai et 2, l'obligation que vous avez, si jamais vous avez commencé à prendre des commandes, à être référencé avant les 120 jours 120 jours après la prise de ces commandes. Voilà, mais l'outil, lui, ne vous contraindra pas jusqu'au 15 mai. Autre question, peut-on déposer toutes les preuves d'un coup, peut-on les soumettre au fur et à mesure? Donc là, nous avons fait le choix. Vous pouvez enregistrer dans l'outil les preuves au fur et à mesure. Par contre, le travail d'instruction des preuves se fait qu'une fois que vous nous avez soumis le dossier. Parce que sinon, il y avait des problèmes de version. En fait, vous pouvez à n'importe quel moment, tant que l'espace de preuve est ouvert, vous pouvez changer les preuves.
vous pouvez revérifier que vous avez bien mis le bon PDF et si vous apercevez que vous êtes trompé, le remplacer, etc. Donc, en fait, l'équipe de référencement n'intervient qu'à partir du moment où vous avez soumis l'intégralité du dossier. Question, un éditeur étranger hors EU peut-il poser sa candidature au référencement? Emmanuel, est-ce que tu sais répondre à cette question? Non. Non, j'ai un avis sur la question, mais je pense qu'il faut qu'on vérifie. On prend la question et on reviendra vers vous. Il faut vérifier à deux niveaux, sous l'angle réglementaire juridique et après sous l'angle opérationnel les infos qu'on demande lors de la candidature, est-ce elles peuvent être fournies par un éditeur qui ne serait pas français? Il faut bien qu'on s'assure que tout est bien compatible. Comment candidater lorsqu'une partie du périmètre, transport vers le DMP et MS Santé, sont couverts par des solutions spécialisées d'éditeurs différents? Là, je pense que la réponse est dans les candidatures groupées. Ou si vous êtes sur le secteur hôpital, faites bien attention, les périmètres sont bien découpés. Donc, vous avez le DPI qui, lui, n'interagit pas avec le DMP et il est généralement en lien avec une plateforme d'intermédiation qui, elle, va faire l'alimentation. Et pour compléter, hein, pour certaines exigences, il y a une petite formule au départ qui dit si votre solution s'appuie sur une plateforme d'intermédiation pour réaliser telle fonction. Donc, je pense que la réponse à votre question, elle est là en fait. Je ne sais pas sur quel couloir et sur quel type pour quel type de logiciel vous voulez candidater, mais sachez que c'est comme ça que sont formulées les exigences pour repérer celles qui s'appliquent de façon différente si vous avez besoin d'une PFI ou pas pour échanger. Donc, voilà. Alors, il y a deux questions aussi autour de la messagerie de l'outil. Donc, la première, messagerie dans l'outil, OK, mais le contact chez l'éditeur recevra-t-il un email, voire un appel? Alors, en phase d'éligibilité, ne serait-ce que pour vérifier que nous n'avons pas affaire à une candidature fantaisiste ou qui essaie de prendre votre place, l'équipe de référencement vous rappelle. Donc, vous aurez au moins un contact téléphonique avec l'équipe. Par contre, ensuite, les échanges téléphoniques ne sont absolument pas favorisés et c'est nous qui vous appelons s'il y a vraiment besoin d'échanger, parce qu'on préfère interagir à travers la messagerie. Pour vous et pour nous, c'est plus sécurisant parce qu'il y a une traçabilité parfaite à travers l'outil. Et normalement, oui, vous avez un mail de notification si vous avez correctement renseigné votre mail dans votre profil. Comment serons-nous informés que nous avons un message dans la messagerie de l'outil de référencement? Donc ça, j'y ai répondu. Normalement, l'outil vous fait une notification. Sinon, surtout dans la phase d'instruction d'épreuve, et là, j'ai vu passer une autre question à ce sujet, on vous demande d'être assez réactif, donc contrôler la messagerie au moins une fois par jour. Et la question était pourquoi 24 heures? C'est en fait le référencement est aussi une sorte de compétition. Donc on favorise les candidats qui nous répondent rapidement parce que l'instruction est quand même un travail assez difficile. Donc en fait, si vous ne répondez pas en 24 heures, vous ne serez pas exclu du référencement, mais un autre éditeur sera traité avant vous. Voilà.
Ensuite, il y a plusieurs questions. Est-ce que vous allez repasser toutes les exigences INS revues si elles sont déjà homologuées INSI par le CNDA? Là, peut-être que c'est toi qui prends cette Oui, je question. peux répondre. En fait, pour l'INS, il y a effectivement l'autorisation sur le téléservice INSI qui est demandé. Et les exigences INS qui sont dans le dossier de spécification des exigences, elles ne sont pas redondantes avec l'autorisation téléservice INSI. Donc, c'est pas qu'on les redemande, c'est qu'on les demande. En fait, c'est vraiment deux choses distinctes, hein. Sur la partie interrogation du téléservice, c'est vraiment sur la spécification de l'interface et les différents cas d'interrogation du téléservice, alors que sur la partie exigence, c'est beaucoup plus lié aux fonctions d'identitovigilance du logiciel et de la bonne exploitation des données INS dans la solution. Donc, voilà. Donc, oui, enfin, c'est pas oui, elles sont demandées, c'est oui, elles sont demandées en complément. Alors, autre question, est-ce que si on a participé au projet Connectaton, on peut utiliser Gazelle sans attendre la validation de la candidature? Enfin, ça, même si vous n'avez pas participé à un Projectaton ou un Connectaton, vous pouvez utiliser le Gazelle dont on a parlé juste avant. C'est-à-dire qu'il y a bien deux Gazelles, hein. Il y a un Gazelle utilisable dès maintenant et il y a celui dont on vous créera le compte lors de la phase une fois que votre candidature aura été jugée recevable. Donc, ok. Réponse 3, je n'ai pas compris si on avait déjà rempli Convergence. Est-ce que le questionnaire SSI est une étape en plus? Là, la réponse est non. Si vous avez rempli correctement Convergence, donc y compris le questionnaire SSI, on ne vous le redemandera pas une deuxième fois. Question 4, étape G, comment se fait la vérification du bon fonctionnement? Ce terme est assez vague et subjectif, même si j'ai bien compris que ce n'était pas le but de ce webinaire, je tente quand même. Désolé, mais il y a encore beaucoup de questions, donc on reviendra vers vous avec une réponse et de la part des personnes qui s'occupent de ces parties-là. Cela signifie bien au préalable qu'il faut être homologué AppCV et e-prescription avant le 15 mai 2022. Oui. Oui. Enfin, pour le DSR de gestion de cabinet. Question, où trouver les jeux d'essai INS? Ils sont dans le document qu'on a présenté et ils sont aussi disponibles sur la page INS pour les industriels, en fait. Donc, je vais mettre le lien dans le chat en plus. Le document pas à pas de l'INS est déjà publié. On a déjà répondu oui. Le dépôt de preuve est effectué. Si le dépôt de preuve est effectué le 15 mai 2022 et si des précisions ou des preuves complémentaires sont demandées ultérieurement, la procédure de référencement elle devient-elle caduque? Alors, sur cette réponse, on n'a pas de. Enfin, on est encore. Enfin, pour être certain de vous répondre correctement, je préfère ne pas donner de détails aujourd'hui. Mais globalement, ce qui est expliqué dans les documents d'appel à financement, c'est que vous avez jusqu'au 15 juillet pour obtenir votre référencement. Donc, a priori, si votre dossier ne nécessite pas trop d'aller-retour, vous obtiendrez votre référencement après le 15 mai, mais avant le 15 juillet. Et du coup, il ne sera pas caduque. Mais c'est avec tout le conditionnel que j'ai pris au départ. Donc, Elodie vous a mentionné qu'il y a un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir à la fin de cette session parce que ça nous permet de savoir si les contenus vous conviennent et d'adapter nos webinaires en fonction.
Il reste encore beaucoup de questions et on a pratiquement fini le temps écoulé. Emmanuel, qu'est-ce que tu veux faire? On termine rapidement sur les deux planches de CITEC et puis on répondra aux questions par écrit après ou Ouais, je pense qu'il faut faire comme ça. Oui. Ouais, donc pour les candidatures groupées, de toute façon, je pense qu'il faudra qu'on rediscute. Donc, on avance très rapidement sur les dernières planches. Donc là, l'idée était de vous présenter le site tech. Donc là, vous avez le lien tech.isanté.gouv.fr. Vous trouvez aussi le lien directement depuis le site Ségur qui est sur le site e-santé et qui, lui, est plutôt orienté pour les professionnels de santé et les établissements. Mais vous avez un lien qui vous indique où se trouve la partie qui vous est dédiée, vous éditeurs. Et donc, dans le site tech.isanté.gouv.fr, le contenu vous est plus spécifiquement dédié. Là, vous allez trouver donc des informations sur comment préparer votre candidature. Donc, il y a un espace Ségur du numérique avec toutes les informations. Comme je vous l'ai dit, il s'enrichira au fur et à mesure du temps. Vous allez y trouver des informations sur les DSR, sur les référentiels, des checklists, donc des informations supplémentaires. Juste une mise en garde, faites bien attention, le document qui fait foi, le document référence, c'est toujours le DSR. Et là, vous avez aussi la possibilité de nous contacter pour nous demander assistance. Et donc là, il y a un formulaire de contact avec spécifiquement les informations concernant le référencement Ségur. Ce que je vous demanderais, c'est pour tout ce qui est assistance, aide à la préparation d'épreuves, etc., c'est de bien passer par le canal CITEC parce qu'il a l'avantage aussi d'alimenter les FAQ, etc., et de réserver la messagerie vraiment aux échanges qui concernent votre candidature propre ou les problèmes techniques que vous rencontrez avec l'outil de candidature, de manière à ce qu'on sépare bien les choses. Voilà, j'en ai fini. Enfin, nous en avons fini et merci beaucoup pour votre attention.